Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. La corruption est un cancer de la société moderne, en Orient comme en Occident. Partout dans le monde, surtout dans les pays en voie de développement, comme la Chine par exemple. Mais même la France, quelquefois, les corruptions atteignent un niveau très grave. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle French Corruption. Il a écrit, par exemple, aux 4e page, pendant 30 ans, ils ont trompé les juges, manipulé les médias, trahi leurs électeurs. Une seule drogue, le pouvoir et l'argent qui va avec. La Chine, depuis 5 ans, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la lutte contre la corruption est devenue un mouvement politique. L'Assemblée populaire nationale vient de voter la création d'une commission nationale de supervision, justement dans le but de la lutte contre la corruption. Alors, cette commission, comment il va se former? Quelles sont ses conceptions? Comment il va travailler? Et quelles sont ses efficacités? Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un invité qui connaît très bien cette institution. C'est M. Ting Yifan, politologue. Il connaît la Chine, la France, et il a obtenu le doctorat en sciences politiques. En sciences politiques. Je vous invite d'abord à regarder ce petit reportage préparé par nos journalistes pour voir comment fonctionne la Commission nationale de supervision. Depuis la proposition formulée par Sun Yat-sen de 5 pouvoirs indépendants, parmi lesquels le pouvoir de contrôle, jusqu'à l'actuelle réforme du système national de supervision, la Chine continue de chercher les méthodes les plus efficaces afin de lutter contre la corruption. Pour Ma Huaide, professeur à l'université chinoise de sciences politiques et de droit de Beijing, s'il existait autrefois des systèmes gouvernementaux de supervision et d'audit, mais aussi des modes de supervision hors gouvernement comme l'Assemblée nationale populaire, la justice ou l'opinion publique, tous ces mécanismes de lutte contre la corruption agissaient en ordre dispersé et pouvaient très difficilement jouer leur rôle. Avec la création de la Commission nationale de supervision, il devient possible de construire un système de suivi national centralisé, unifié. La Commission nationale de supervision est en charge de 3 fonctions majeures, surveillance, investigation et sanctions. Elle établit un système vertical de supervision basé sur 4 échelons administratifs. Au départ, mécanisme gouvernemental de supervision, elle devient un organisme national indépendant. Cette réforme du système politique va permettre de résoudre de nombreux problèmes concrets. Par exemple, le fait que les ressources existantes pour lutter contre la corruption sont dispersées, leurs capacités mal accordées. Elle va permettre l'installation d'un mécanisme efficace de lutte contre la corruption pour achever une couverture complète des responsables publics dans leur exercice du pouvoir public. Alors, Ting Yifan, c'est une institution unique dans le monde. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Non. Cette conception de contrôle et de supervision est très ancienne dans les institutions politiques chinoises, mais dans le monde occidental. Non, il est ignoré et partiellement il est assumé par le pouvoir judiciaire. Et c'est seulement ça. Oui, en général, en Occident, il a 3 pouvoirs. Pouvoir judiciaire, administratif et législatif. Mais il n'y a pas une institution qui est spécialisée dans la lutte contre la corruption. Ou dans le contrôle de ses fonctionnaires, dans le contrôle des pouvoirs politiques et des instances sociales. Non, il n'y a pas ça. Et même en Chine, ce n'est pas le Parti communiste chinois qui a créé en fait cette conception. Non. Il a créé cette commission, mais la conception était ancienne, c'est ça? En fait, au moment de la République, donc la Première République, c'est Sun Yat-sen qui est le père de la République. 1911, lorsqu'il a créé la République, parce que la République était dans un désordre total, parce qu'on a renversé la dernière dynastie de Qing. En dépit de l'instabilité, Sun Yat-sen a réussi à créer des institutions qui tentent à séparer le pouvoir d'État en 5 branches. Voilà, ce n'est pas 3, c'est 5. C'est 5 branches, dont la Cour de supervision. Dans la Cour de supervision, il y a, à part de la Cour de supervision, il y a aussi... À part ça, donc, il y a, à part
le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir de surveillance ou de supervision, et il y a un pouvoir de l'examen. Parce qu'en Chine, le système de concours impérial a été toujours l'instrument le plus utile pour sélectionner les fonctionnaires compétents. Donc, le pouvoir de l'examen était aussi un pouvoir indépendant. Voilà. C'est pour, en fait, réunir tous les talents du pays pour l'État. Bon, alors, quelles sont les fonctions principales de cette commission? Bien sûr, cette commission consiste d'abord à traquer les traces de la corruption. Bien sûr, les corruptions sont liées plus ou moins au pouvoir. Oui, voilà. Donc la commission, le pouvoir et l'argent avec. C'est ça. Donc la commission nationale de supervision consiste à traquer l'argent de corruption qui va avec le pouvoir. Donc c'est une supervision, un système de supervision avant tout contre les fraudes, contre les corruptions des officiers. C'est-à-dire les fonctionnaires, même les hauts fonctionnaires. Même les... Oui. Alors, nous savons qu'il existe déjà une autre commission, la commission de la discipline du Parti communiste chinois. Oui. Ça, et quelles sont les différences entre ces deux commissions? Non, en fait, la création de la commission de supervision est le résultat d'une certaine acquisition et de fusion de ces institutions. Donc, dans l'avenir, les deux travaillent ensemble. Le comité de discipline du parti est plus ou moins fusionné avec la commission. Ce n'est pas, par exemple, la commission de discipline pour contrôler les membres de parti et l'autre contrôle les fonctionnaires. C'est pas ça. Non, c'est la commission nationale de supervision qui a pris le relais du comité. Donc, c'est-à-dire, dans le futur, la lutte contre la corruption sera basée sur la loi. C'est ça. Plus sur les disciplines. C'est devenu une branche de la machine étatique. Ce n'est pas comme autrefois. C'était seulement un mécanisme anti-corruption du parti. Maintenant, c'est devenu un pouvoir de l'État important. Alors, comment ça va fonctionner? Alors, par exemple, au niveau national, ils contrôlent les fonctionnaires, les dirigeants de l'État? C'est ça. Pour rendre le pouvoir de supervision plus indépendant, cette commission nationale de supervision est indépendante du gouvernement, c'est-à-dire du pouvoir exécutif. Dans l'avenir, donc, il y a la Cour suprême, qui est le pouvoir judiciaire, qui est indépendant. Il y a la Cour suprême de perquisition, donc, etc. Elle est indépendante du pouvoir. Il y a à nouveau une commission nationale de supervision, qui est aussi indépendante, qui ne dépend que de l'Assemblée populaire nationale, qui n'a pas de lien avec le gouvernement, avec le pouvoir exécutif. Donc c'est un contre-pouvoir réel. Oui, dans une certaine mesure, c'est une séparation du pouvoir dans l'État. En fait, cette notion de séparation du pouvoir remonte loin dans l'histoire. Dans l'ancien temps, dans l'Empire de Chine, etc., les pouvoirs exécutifs, judiciaires, etc., étaient plus ou moins séparés. Lorsque les missionnaires européens étaient arrivés en Chine fin 15e siècle, ils avaient déjà découvert cette particularité du système politique chinois. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un pouvoir de contrôle, de supervision plus ou moins indépendant. La dynastie des Ming, parce que c'était à la fin des dynasties Ming que Matteo Ricci, etc., sont arrivés en Chine. Et il racontait dans son livre que finalement, tous les 3 ans, la cour, à l'époque, parce que ça s'appelait la cour de contrôle, ou la cour de supervision. La cour de contrôle exerçait un examen tous les 3 ans dans les provinces, dans les districts, etc., pour voir les cas d'anormalité de l'exécution du pouvoir. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a les abus de pouvoir, il y a indiscipline, il y a toutes sortes de choses. Tous les 5 ans, il fait un contrôle
de tous les mandarins, de tous les officiers du gouvernement central, dans toutes les branches, dans tous les ministères du gouvernement. Et chaque fois après l'examen, après ces perquisitions, il y a à peu près des milliers et des milliers d'officiers qui ont été sanctionnés par la Cour de contrôle. Comment réagissent les Chinois ordinaires comme vous et moi? Vous êtes un expert. Comment réagissent les Chinois dans la rue? Alors, je vous invite à regarder ce petit reportage fait par nos journalistes. La lutte contre la corruption est encore une fois l'une des questions qui intéressent le plus les internautes chinois parmi tous les thèmes discutés durant les deux sessions 2018. Mais quelles sont les attentes du public concernant cette nouvellement établie Commission nationale de supervision? 中午12点正好看的是北京台的那个报道，成立一个监察部门，就是要准备有个监察法。我听说应该是要另一个法律，关于监察这个反腐败的工作的话，如果真的是从这个方面立一个法规的话，对我们的这个监管应该是会更全面的，然后对我们的以后生活应该也会有一个很大的影响吧。之前呢是一府两院，政府、法院和检察院，这是一个三个相对独立的一个机构。现在成立一个监察委员会，将那个检察院的那个其中的一些职能部门啊，都放到了那个监察委里。这样呢，就是使监察委那个成为一个独立于政府两院的一个单独的一个体系一个部门。这样对于国家这个反贪，还有这个对各个就是党员啊这些监督这些，力度要相对于肯定要比以前大，而且要更公平公正。我希望这个机构既然独立出来了，我希望它会最大限度地发挥出来它应该有的一个作用，而不要让它形同虚设。独立的话，才可以就是说呢，这个更公平、更公正，才可以能够抓得更彻底。对。作为一个学生来说呢，就是因为我以后也有打算要考虑过要考公务员，也就是进入这个国家工作人员这么一个系统当中去。国家现在进行的这么一个反腐的行为呢，就会使我从学生时代就要开始更加的去规范自己的行为，以及树立这样子树立就是更好的意识。Voilà, apparemment, les gens approuvent cette décision. Oui, bien sûr. Parce que, mais généralement parlant, les gens approuvent ce genre de décision parce qu'ils pensent que ce serait un outil nouveau dans la lutte anticorruption. Mais en fait, les mécanismes de fonctionnement, etc., les gens ordinaires ignorent. Je me rappelle qu'en France, il y a aussi un cours d'administration qui, en général, et quelles sont les fonctions de ce cours? Est-ce qu'il y a une similitude entre les deux? En France, il y a le Conseil constitutionnel, il y a la Cour des comptes, etc. Il n'y a pas un pouvoir judiciaire spécialisé dans le jugement, le traquage des fonctionnaires accusés de corruption. Non, il n'y a pas ça. La Cour des comptes est spécialisée dans l'examen des comptes des administrations et des instances publiques, des entreprises d'État à l'époque. Tandis que le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, etc., examine les cas de litige entre l'administration et le public, le privé, etc. Tandis qu'en Chine, non, ce pouvoir, cette fois-ci, la Cour ou la Commission nationale de contrôle. La Commission, plutôt, oui, la Commission nationale de supervision. Ça correspond plus ou moins à la Cour de contrôle de l'antan, de l'époque. Et ça montre que finalement, ce pouvoir de contrôle des fonctionnaires, principalement des pouvoirs, a été rétabli. Et ce pouvoir de contrôle est très important dans l'histoire de Chine, dans la culture politique chinoise, mais aussi aujourd'hui. Tous les Chinois, tous les citoyens peuvent dénoncer par exemple tel ou tel acte de corruption auprès de la commission
national de supervision? Je pense qu'avec le développement de l'Internet et ce qu'on appelle la transparence de la gouvernance, il y a de plus en plus de danse que les élus, les ordinaires, les électeurs, etc., seront plus motivés à détecter ce genre de cas de corruption et de procéder, et surtout sur l'Internet. Nous savons qu'en France, il y a beaucoup d'affaires sont dénoncées par des lettres anonymes. Hein. Oui. Et en France, ça existe aussi. Fait une lettre anonyme à la commission nationale de supervision. Et comment fonctionne en Chine la lutte contre la corruption? Quels sont les rôles de la population, les gens ordinaires? En fait, je pense qu'il faut déjà rappeler le rôle du comité de la discipline du parti. Parce que avant la création de cette commission, le comité de la discipline du parti jouait ce rôle. Les gens qui ont découvert, supposez les gens qui ont découvert un cas de fraude, un cas de corruption, etc., il a le pouvoir d'écrire directement par l'Internet à une boîte de lettres électroniques du comité de discipline à son niveau, c'est-à-dire au niveau provincial, etc. Et une fois reçu, il y a une réponse automatique. Dans 2 semaines, vous aurez une réponse à propos de votre lettre d'accusation, etc. Et ça a été considéré comme un moyen efficace. Bien sûr, il faudrait essayer de trouver des évidences. Voilà. Est-ce que la Commission nationale de supervision peut, par exemple, un jour viser un dirigeant même de l'État chinois? Oui, bien sûr. S'il y a un acte de... Normalement, oui. Normalement, puisque c'est un pouvoir qui est considéré comme indépendant. Il est comme la Cour suprême de justice, comme la Cour suprême de perquisition, etc. Donc c'est un pouvoir indépendant. Il aura donc le pouvoir d'examiner même les dirigeants chinois. Depuis l'arrivée de notre président Xi Jinping au pouvoir, la lutte anti-corruption est très efficace. Il a obtenu un écho de la population très positif. Il y a beaucoup de fonctionnaires, membres de partis, même hauts fonctionnaires, même des dirigeants de l'État. Hein. C'est même un membre permanent du bureau politique, Zhou Yongkang, était actuellement en prison. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a toujours l'impression que cette lutte est sans fin. Cette lutte doit toujours continuer. On pose la question, est-ce que la corruption en Chine est déjà généralisée? Non, il faut dire que finalement, la corruption est un phénomène humain qui est né au moment de la création de la société civile, de la société civilisée, je veux dire. Ça a été toujours le cas. Donc, c'est dû plus ou moins à une faiblesse humaine. Pendant une période, lorsque... Mais tout de même, il y a une différence de degré de la corruption. En fait, je me souviens qu'un sociologue américain avait fait des études là-dessus sur la généralisation de la corruption. Et finalement, il dit qu'il y a des cas qui montrent, après avoir étudié les cas de corruption un peu partout dans le monde, dans les pays développés comme dans les pays en développement, et finalement, sa conclusion est que la corruption tend à généraliser dans des pays en développement à des périodes où l'économie prend son décollage. C'est-à-dire quand il y a une période où il y a la croissance économique est devenue très rapide, la corruption tend à se généraliser. Parce que tout le monde, à tous les échelons de la société, se sentent un peu frustrés. Parce que le développement est tellement rapide et qu'individuellement, il ne peut pas se rattraper. Donc, il essaie d'utiliser soi-disant son pouvoir personnel pour élargir ses revenus. C'est un cas généralisé, un peu partout. Alors que lorsqu'on est d'entrée dans une société
plutôt développé, eh bien, les besoins fondamentaux seront à peu près satisfaits. Dans ce cas-là, les gens n'ont plus tellement besoin de recourir à des moyens illégaux pour s'enrichir, etc. Donc, la corruption tend à se concentrer au pouvoir très hiérarchisé, mais au pouvoir supérieur. Bon, ici, comme cas dans les pays européens ou comme aux États-Unis, le cas de corruption concerne des sommes colossales. Ouais. Mais ça se passe souvent à des niveaux très supérieurs de l'État et que généralement l'opinion publique ignore complètement ce genre de choses. Mais lorsque le scandale éclate, c'est toujours un cas de corruption énorme. Oui. Bon, pour comprendre l'efficacité ou la situation de la corruption en Chine depuis 5 ans, je vous invite à regarder le dernier reportage sur la lutte anticorruption en Chine depuis 5 ans. D'après les statistiques, à la fin du mois d'octobre 2017, 3587 fugitifs, parmi lesquels figuraient 701 officiels, ont été renvoyés vers la Chine depuis plus de 90 pays et régions du monde. Des biens volés représentant une somme totale de 9,54 milliards de yuan de biens volés ont également été rapatriés en Chine. La Chine a établi des mécanismes de coopération judiciaire avec les États-Unis et le Canada qui vont permettre de faciliter le dialogue et la collaboration en matière d'enquête, de poursuite, de gel des avoirs et de retour des capitaux issus de la corruption. Depuis la publication en 2015 d'une liste rouge des 100 suspects les plus recherchés dans le cadre de l'opération Filet Céleste, 51 d'entre eux ont déjà été retournés à la Chine. Suite à l'annonce par le président Xi Jinping de la campagne de chasse aux tigres et aux mouches, ce ne sont pas moins de 280 gros tigres qui sont tombés depuis le 18e congrès. En 2017, 20 fonctionnaires de l'échelon central ont été jugés après enquête et plus de 30 fonctionnaires de niveau provincial ont également été sanctionnés. 比如说以前的用车呀，现在来说会少很多。然后比如说像一些用公款去旅游啊，然后去这种高档的场合去吃饭，这近几年呢基本上是没有看到过的。因为我家是农村的嘛，农村那边呢，感觉就是说像小到那种村里边的那种腐败分子呢，现在没有以前多了，应该说，或者说他们也不敢那么明目张胆的去腐败了。 然后包括高级干部呢，其实我们有的同事也会有那种接触的，然后他们家里边也在讨论，就是说，确实从上到下都是有一种不敢腐的心态。Tout à l'heure, vous avez dit que les tigres en Occident, en fait, sont énormes. En réalité, les gens ordinaires, comme vous et moi, on sent la corruption des mouches. Oui. Et il faut d'abord, en fait, lutter contre les mouches. Est-ce que dans la lutte contre les corruptions des mouches, est-ce que cette commission nationale de supervision peut jouer un rôle aussi? Oui, je pense que la commission nationale de supervision a une hiérarchie qui va loin en Chine, dans la société chinoise. Donc, au niveau district, il va avoir aussi une branche de cette commission. Dernièrement, depuis ces 5 dernières années, nous avons révélé aussi des cas de corruption, vraiment des cadres très mineurs, qui ont très peu de pouvoir, mais qui ont fait une fortune avec ce très peu de pouvoir. Nous avons aussi révélé ce genre de cas. En fait, en Chine, mouches et tigres, beaucoup sont tombés depuis 5 ans. Mais vous connaissez bien la France. Hein? La France, lorsque j'étais en France, je me rappelle, il y a une affaire d'Elf, la vente des armes à Taïwan. Oui. Il y a 500 millions de dollars de rétrocommission. On n'a jamais trouvé. Et personne n'est puni. Je dis les ministres, ni aucun ministre, ni aucun... Oui, les personnalités impliquées dans le scandale étaient, à un moment donné, condamnées, mais... Oui, non, pas condamnées, oui, c'est ça, de mise en examen, etc. Mais finalement, rien n'est abouti à la fin. Mais dans ce cas exact de vente des armes à Taïwan, etc., on sait très bien qu'il y a des personnalités impliquées qui sont morts accidentellement. Il y en a beaucoup.
à Taïwan comme en France. Il y en a beaucoup qui ne parleraient jamais à propos de l'affaire. C'est bizarre, on a l'impression que la France est un pays très propre, mais cette sorte d'affaires n'ont jamais en fait abouti. Non, comme j'ai expliqué tout à l'heure. La France n'est pas plus propre que les États-Unis ou que les autres, que l'Angleterre ou l'Allemagne. Non, seulement dans ce genre de pays développés, je dis, le cas de corruption se passe seulement au niveau extrême, au niveau plus élevé de l'État. Donc, généralement, il est complètement ignoré par l'opinion publique. Quand il s'éclate, c'est toujours une grosse affaire. C'est ça, mais ça n'a jamais été éradiqué. Il pourrait y avoir des affaires plus importantes, mais qui sont cachées ou qui ne sont pas révélées, qui sont ignorées du public. Le dernier livre, Mme Hillary Clinton n'a pas réussi son élection contre Donald Trump. Et parce que, justement, au milieu de l'élection, etc., il y a des livres qui sont sortis, qui ont révélé les cas de corruption par la famille Clinton, etc. Il y a quelque chose de crédible dans ces livres. Parce que lorsque Clinton a quitté le poste à la Maison-Blanche, il était fortement entêté. Parce qu'il avait eu beaucoup de procès judicieux, etc., etc. Et ces procès coûtent énormément cher en France, aux États-Unis. C'est des millions et des millions de dollars pour chaque cas. Et donc, il doit rembourser ses dettes. Il doit rembourser ses dettes, mais 1 an ou 2 ans après, rapidement, non seulement il a remboursé ses dettes, il est devenu encore plus riche, il est devenu milliardaire. Et donc, c'est trop rapide. Il y a quelque chose qui se passe. Et l'auteur du livre a creusé le cas dans l'affaire de la Fondation Clinton. La Fondation Clinton a dû jouer le rôle pour essayer de ramasser de l'argent, pour essayer de... Donc, l'eau est très profonde, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, dernière question. Alors, cette commission nationale de supervision en Chine, est-ce que vous pouvez nous décrire comment prévoir son fonctionnement, son efficacité dans le futur dans la lutte contre la corruption en Chine? Je pense que la création de cette commission de supervision est nécessaire et serait un instrument important pour lutter contre la corruption. Mais de là à dire que la Chine serait complètement propre sans corruption, je n'y crois pas personnellement. Parce que la corruption, c'est dans la faiblesse humaine. Donc dans la société humaine, la corruption existe. Donc c'est pour ça que Xi Jinping a dit qu'il n'y a pas de fin dans la lutte contre la corruption. Il n'y a pas de fin. Mais tout de même, comme nous avons créé un pouvoir indépendant, dans l'examen des fonctionnaires, dans l'examen etc., eh bien, on pourra logiquement penser que les obstacles venant du pouvoir exécutif seraient plus ou moins écartés par cette commission. Cette commission aurait vraiment la véritable autorité de faire des examens, de poursuivre les officiers corrompus, etc. Et ce serait un instrument très important pour réduire, disons, le cas de corruption dans l'administration chinoise. Voilà. Merci beaucoup, Ting Yifan. Et comme un proverbe français dit, qui vivra verra. Voilà. Merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.